Bienvenue à toutes et à tous pour ce talk Time to Watches 2026. Nous allons aujourd'hui explorer une question fondamentale, nichée au cœur de l'horlogerie, le dialogue entre héritage et innovation. Une tension créative permanente, parfois évidente, parfois plus subtile, mais qui structure profondément la manière dont l'horlogerie se pense, se transmet et se réinvente. Car si l'horlogerie est un art du temps, elle est aussi un art de la mémoire et de sa transformation. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités au parcours complémentaire, chacun à sa manière, engagés dans la lecture, la préservation ou l'analyse de cette relation entre passé et futur. J'ai à ma droite Lucas Giesler, président de la Société des horlogers de Genève, acteur engagé dans la transmission des savoir-faire et le lien entre générations d'horlogers. Bienvenue. Merci, bienvenue. À ma gauche, Serge Maillard, éditeur Europastar et observateur attentif de l'industrie horlogère, dont les analyses éclairent depuis des années les évolutions culturelles et économiques du secteur. Bienvenue. Merci. Et puis Martine Desprel, cofondatrice et directrice de The Watch Library, une initiative dédiée à la préservation, la structuration et la transmission du patrimoine documentaire horloger mondial. Merci Martine pour votre présence. Avec eux, nous allons interroger la place réelle de l'héritage aujourd'hui. Est-il un socle, un outil stratégique, une contrainte ou un langage en constante réinterprétation? Et surtout, comment cet héritage nourrit-il encore l'innovation contemporaine? Alors bienvenue à vous 3. Merci. Merci beaucoup. Alors pour commencer, selon vous, à l'heure où l'horlogerie évolue entre pression d'innovation, storytelling et attente accrue des collectionneurs, quelle place réelle occupe aujourd'hui l'héritage dans le processus de création? Est-ce que c'est encore un moteur? Est-ce que c'est parfois plutôt une contrainte implicite? C'est par Serge. Non, je pense que c'est vraiment, ça reste le moteur principal peut-être. C'est une base de travail qu'il faut savoir réinterpréter constamment, ce qui n'est pas toujours évident parce que ça peut aussi être vu comme une certaine contrainte, hein. On a vu par exemple cette semaine, il y avait des relances de grandes marques. On a vu Universal Genève, donc eux, ils ont vraiment pris le pari d'être assez proches des pièces d'époque, parce que c'était ce que les collectionneurs aussi attendaient. Maintenant, quand on a un modèle qui est dans la collection depuis 50, 60 ans, je crois déjà ce qui est particulier dans cette industrie, c'est que les best-sellers d'aujourd'hui ont été inventés il y a 60 ans. On n'a peut-être aucune autre industrie où c'est le cas vraiment à ce point-là. Donc là, il faut savoir les réinterpréter. Voilà, si on parle de la Royal Oak d'Audemars Piguet, de la Nautilus, on peut changer les matériaux, on peut changer mais il y aura toujours un socle identitaire de design qui restera. Et parfois, ça peut être une contrainte aussi, effectivement. Dans vos rôles respectifs, est-ce que entre analyse du marché, représentation des artisans et structuration des archives, avez-vous le sentiment que la relation au passé est en train de se redéfinir? Est-ce qu'on observe une utilisation plus stratégique, plus narrative, ou au contraire plutôt distanciée de l'héritage horloger? Alors, je réponds à cette question avec plaisir. Vous aviez une première partie sur le rôle, les savoir-faire, etc. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace la relation et l'enseignement de maître à apprenti. Le fait d'accompagner les savoirs, de les incarner, de les transmettre physiquement, ça fait partie vraiment de cette continuité historique dans l'horlogerie. Le patrimoine et l'héritage vient vraiment comme un élément pour enrichir en fait ce point et ce contenu. C'est-à-dire que ça permet aussi de compléter en fait cet enseignement et ces pratiques et ces gestes que l'on transmet en apprenant des pairs, en apprenant de l'histoire, en recontextualisant pourquoi à un moment donné tel horloger ou tel artisan d'art, etc. a mis ça en place. Donc c'est vraiment un élément de la narration du passé qui vient servir cette transmission aujourd'hui. Oui, je suis complètement d'accord, Lucas. Mon avis, c'est là-dessus. Toi qui fréquentes autant d'horlogers jeunes et moins jeunes. Alors, c'est juste, moi, je suis tombé dans l'horlogerie grâce à l'école d'horlogerie et c'est plus l'art et le plaisir de toucher la matière qui m'a attiré dans ce métier. En 1987, on savait déjà que c'était un marché qui avait une certaine, il y avait une importance et on pouvait faire l'école d'horlogerie et avoir un métier quasiment assuré à la sortie. Et c'est en partie ce qui m'a fait choisir ce métier.
Et depuis, on apprend comment affûter des burins, comment faire des choses vraiment basiques pour pouvoir travailler la matière et aller jusqu'au bout du tout petit, du beau. Qu'est-ce que le beau? Comment on fait pour faire des choses? C'est toutes des traditions qu'on se transmet entre les profs à l'école, puis les collègues, puis dans une association quand on est suffisamment passionné pour prendre encore un peu de temps libre par-dessus le travail pour se dire j'ai encore envie de construire ou de maintenir en vie des traditions. Aujourd'hui, face à une industrie qui est très consciente de son image et de son histoire, est-ce que l'héritage reste un langage commun partagé? Est-ce qu'on peut dire qu'il devient un territoire que chacun réinterprète à sa manière, selon sa vision et son positionnement? Oui, c'est le cas même pour des marques qui se lancent, qui vont pas forcément avoir un héritage propre depuis un siècle, hein, mais qui vont reprendre des codes parce qu'ils se sont nourris eux-mêmes. Et c'est pour ça que là, la transmission joue aussi dans celles et ceux qui fondent des marques aujourd'hui. Souvent, c'est des connaisseurs de l'histoire horlogère. Et beaucoup de marques ici ont démarré comme ça, qui ont eu envie de proposer leur propre regard sur un patrimoine commun. Certains parleront d'icônes, voilà. On peut utiliser la terminologie qu'on veut, mais je crois qu'aujourd'hui, on est énormément dans ce travail de réinterprétation, y compris pour ceux qui n'ont pas ce patrimoine propre. Ça peut être icône d'histoire, mais aussi icône de forme. Oui, beaucoup. Et on voit énormément d'expérimentation sur les formes, sur les manières aussi de porter la montre, hein. Quand on regarde les années 70, il y avait énormément de manières de porter. C'est une ère de libération des mœurs. Donc il y avait des manières de porter qui étaient plus audacieuses. Je crois qu'on se raccroche beaucoup aussi à la manière dont on fait pas mal de rétrofuturisme en fait en horlogerie. On va regarder comment on imaginait l'avenir à l'époque. Donc c'est un travail permanent là. Si je- Martine, oui. Juste pour compléter sur ce point, c'est forcément une mémoire collective, puisque, alors moi je ne suis pas historienne, donc je prends vraiment toutes les précautions par rapport à ça, mais l'horlogerie, avant, tout le monde travaillait ensemble. C'est-à-dire que la notion de marque, de maison, etc., ça reste assez, entre guillemets, contemporain. Donc c'est vraiment des gens qui ont collaboré, des horlogers, des sous-traitants qui ont collaboré ensemble. D'ailleurs, on voyait là cette semaine avec Audemars Piguet et puis le relancement de l'atelier des établisseurs. C'est aussi une façon de raconter cette histoire collective qui est cette collaboration avant tout. Et en fait, cette mémoire collective, c'est ce qui fait aussi, c'est une des motivations des gens qui suivent la fondation de Watch Memory et qui soutiennent l'action, c'est de pouvoir justement préserver cette mémoire collective, préserver ses archives, y avoir accès. Et pour les aller accessible aussi. Et voilà, c'est accessible. Alors, on est une fondation d'utilité publique, donc clairement, on rend l'ensemble du patrimoine accessible à tous. Et voilà, ça, c'est un point essentiel. Et c'est en effet une source d'inspiration et une contrainte pour revenir à la première question, mais c'est à partir des contraintes qu'on innove, en fait. C'est en dépassant les contraintes. Lucas, la notion d'archive est très contemporaine aussi à la Société des horlogers de Genève, il me semble. Oui, la Société des horlogers a des archives relativement conséquentes. Je le découvre en étant président depuis seulement 5 ans. Là, j'ai accepté la présidence de cette association parce que j'en étais membre depuis si longtemps que ça me paraissait évident de ne pas dire non à cette proposition. Et en déménageant nos archives du lieu où elles étaient stockées depuis un certain nombre d'années, donc la cave d'un membre, à un endroit un peu plus pérenne. Et là, on a trouvé un accord avec l'école d'horlogerie. On s'est dit, il faut quelque chose de plus valorisant et trouver une solution pour ne serait-ce que les consulter. On est tous bénévoles, donc on n'a pas le temps d'aller passer des heures à regarder, à lire. Alors, bien entendu, il y a des passionnés qui vont au-delà. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé cette personne qui va le faire bénévolement, mais on a un historien qui est très intéressé de nous aider là-dessus. Et c'est vrai que c'est un projet, j'espère, pour le 150e, qui sera donc en 2028, avoir quelque chose de sympa à proposer à nos membres et
à l'histoire de l'horlogerie, simplement. C'est vrai qu'on a découvert un peu les archives grâce à Lucas de la Société des horlogers de Genève. Et sans tout regarder, parce que ce sont des archives incroyables, mais déjà, on voit l'importance qu'a eu la Société de Genève, des horlogers de Genève, à Genève, dans le développement de l'horlogerie, dans l'influence sur la réglementation. C'est totalement magique. Donc, j'espère qu'on va pouvoir... Ça sera que le vous cas. allez pouvoir présenter ça. D'une certaine manière, elle complète les archives de l'école d'horlogerie. Tout à fait. Ouais. Et justement, en explorant ces archives, Martine et Lucas, est-ce que vous avez découvert des idées, des concepts, des approches un petit peu oubliées qui pourraient encore inspirer aujourd'hui ou qui font sens avec ce qui se passe aujourd'hui? Alors, qui font sens, je pense, sans aucun doute. Notamment cette dimension réglementaire. Il y a des choses extrêmement intéressantes sur les positions par rapport au poinçon de Genève ou par rapport à certaines pratiques. Donc, oui, fondamentalement. Et après, dans les archives de Watchamery, je partage aussi avec Serge parce que on a vraiment, aujourd'hui, on a plus de 700 000 archives. Dans les archives de The Watchamery, il y a des millions d'idées. De concepts, d'informations, non seulement par la quantité d'archives, mais aussi par le fait que toutes ces archives sont au même endroit. Parce que, on le sait, 1 + 1, ça fait toujours 3. Et quand on a la possibilité de regarder dans les archives et de réunir et de mettre en lien des documents qui ne sont pas d'habitude, il y a des nouvelles choses qui émergent. Donc, aussi bien pour les designers, pour les gens dans le patrimoine. Voilà. C'est des archives parfois, qui vivent. Il y a des marques qui dorment et qui se réveillent. Oui. Donc, c'est assez rigolo parce qu'on voit pendant des années, on peut voir des archives. Ah, mais tiens, cette marque revient. Puis tout à coup, elle se réincarne physiquement. Je pense à Nepro, par exemple, qui est juste derrière nous. Ça faisait des années que je voyais ces archives sur cette marque qui était fantastique, justement, très rétro-futuriste. Tout à coup, hop, il y a une bande de jeunes qui décident, allez, on la relance. Donc, c'est vraiment une source très concrète pour nourrir cette industrie. Ouais. Et puis peut-être pour revenir sur la Société des horlogers, C'est moi, Ange. Ah non, c'est... sur la Société des horlogers de Genève, Lucas, tu nous montrais notamment ces moments de réunion des horlogers, enfin des membres de la Société des horlogers de Genève, parce qu'on sait que c'est dans ces moments-là qu'il y a plein de choses qui se jouent. Oui, complètement. Moi, je pense que le côté humain est probablement la composante la plus importante. Nous sommes des employés ou des indépendants ou des gens qui travaillent dans l'horlogerie sans forcément être directement sur le mouvement ou sur la montre, mais on a une passion indirecte ou même très directe. Et le fait de faire partie d'une association finalement multimarque ou sans marque, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent comme sous-traitants, ça nous permet de nous retrouver autour d'un sujet qui n'est pas forcément horloger. On essaye quand même de garder le lien avec l'horlogerie. Et en consultant les archives, on se rend compte que historiquement, l'association s'est comportée parfois comme un syndicat, parfois comme un club, parfois comme un... Et on va apprendre beaucoup de choses avec cette recherche et cette mise en commun aussi des noms, parce qu'il y a des noms porteurs, des gens qui ont contribué fortement à l'essor de l'horlogerie à des moments difficiles ou à des moments plus faciles. Et la Société des horlogers était toujours pas loin. Toujours présente. Ouais. Serge, comment voyez-vous évoluer la manière dont les marques elles utilisent cette histoire aujourd'hui? Bon, alors je crois que déjà, il y a une forte connaissance du public qui a fortement évolué. Donc, quand un client ou même entre dans une boutique, il y a 2 cas de figure. Soit il ne connaît même pas forcément la marque elle-même, donc il faut faire tout un travail pédagogique. Soit il connaît la marque, même au point que parfois ils en savent plus que peut-être le vendeur, ou peut-être. Donc c'est en fait un exercice assez large aujourd'hui des marques qui doivent parler à la fois à on va dire sensibiliser à leur histoire, des gens qui n'y connaissent, qui n'en savent rien, et c'est normal, et des experts. Donc, faut jouer sur 2 niveaux de lecture de l'histoire. Faut être très bon sur répondre sur des questions très pointues, sur des notions de calibre. Et on voit que les gens sont très sensibles, notamment sur les réseaux. Si on raconte, entre guillemets, une fake news, on se fait débunker. Il y a des experts de ça, on les connaît. Donc, faut être très vigilant. Puis en même temps, faut pas être... Si on peut se perdre aussi dans étant dans le très précis, très technique et ne parler que à cette niche
de grands connaisseurs. Donc, il faut arriver aussi, comme on la voit sur les salons, avec des rétrospectives, avec des choses, à sensibiliser le grand public, parce qu'il faut pas oublier cette notion de grand public, voilà, à l'horlogerie. Donc, pour les marques, c'est compliqué. Doit pouvoir avoir ces deux niveaux de lecture, hein. Peut-être si je peux compléter aussi sur ce point, parce qu'on le voit peut-être moins, mais le patrimoine, il y a toute la partie qu'on active, qu'on rend visible, que les maisons rendent visible, mais il y a aussi tout le travail derrière. Et c'est vrai qu'à la Fondation, on a la chance de travailler avec les historiens, les gens du patrimoine, les marques horlogères, qui sont de vrais historiens, des chercheurs. Il y a vraiment un travail fondamental qui est mené dans les marques, qui se voit moins, parce que c'est plutôt des gens voilà, qu'on voit un petit peu moins, plus dans l'ombre, mais qui font un vrai travail d'experts, de chercheurs, d'historiens sur le patrimoine de leur maison, mais aussi sur le contexte du développement de leur maison au travers du temps, ce qui permet en effet d'avoir soit des activations un peu plus grand public, ou au contraire, de faire rentrer les collectionneurs dans ce récit avec eux, voire d'échanger avec eux, d'enrichir leur propre patrimoine avec eux, parce que en effet, comme le dit Serge, les collectionneurs, des fois, ils en savent beaucoup plus sur les maisons que les maisons elles-mêmes. Et donc, il y a un certain nombre de maisons qui sont très ouvertes à ça et qui sont vraiment dans la collaboration avec les collectionneurs. Et Lucas, chez les horlogers, est-ce que vous ressentez un vrai besoin de transmettre leur savoir-faire ici? Alors, je dois avouer que j'ai pris la présidence il y a 5 ans et j'étais certainement un peu naïf dans le patrimoine que je prenais en acceptant ce rôle. Maintenant, j'avais aussi un peu peur qu'on ait surtout une population de retraités, voire de anciens horlogers, mais en fait, la jeune garde est là. On a un lien avec l'école d'horlogerie. Il y a quelques membres qui, dès l'école d'horlogerie, comme moi-même d'ailleurs, rentrent dans l'association. On a aussi fait ça avec l'école d'ingénieurs. Et ça amène du sang neuf et des idées nouvelles. Et les discussions entre ces gens sont intéressantes à écouter. On a aussi connu des très anciens horlogers qui ont vécu l'horlogerie. Là, clairement, on peut que penser à Georges, hein, ouais, qui a eu 104 ans dans notre association, décédé aujourd'hui. Mais c'est un patrimoine vivant qu'on a pu exploiter, alors dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il nous raconte l'histoire qu'il a vécue. Et on a encore, heureusement, pas mal d'anciens qui sont retraités, mais qui sont toujours prêts à raconter l'histoire. Et les jeunes, clairement, en tout cas ceux qui se sont intéressés aussi à la société, sont souvent ceux qui ont aussi un intérêt à être au courant, découvrir, comprendre. Et c'est clairement quelque chose qui est nécessaire pour eux. L'horlogerie, de toute façon, c'est un métier de transmission, où les gestes, les connaissances, elles passent souvent de génération en génération. Et selon vous, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus fragile, finalement, dans ce patrimoine immatériel? C'est compliqué, mais alors, de ma vision, si je me mets vraiment en tant qu'horloger qui sort de l'école et qui a des rêves un peu plein les yeux à se dire j'ai envie de faire ce métier, c'est-à-dire j'ai appris à angler, donc je veux angler, j'ai appris à pivoter, je veux pivoter, je sais ce que c'est une belle pièce. Il est vrai que les débouchés ne sont pas infinis. Oui. Les marques ont un certain nombre de postes. Il y a des métiers dans ces marques. Les métiers ne sont pas tous exclusivement passionnants comme on a appris à l'école, mais en faisant son chemin petit à petit, en s'intéressant à ce qu'on peut apporter et aussi en se documentant, en lisant des livres, en regardant ce que fait la concurrence, on peut garder quelque chose et puis amener un cap à son propre métier, à son propre parcours. Mais malheureusement, et c'est vrai, il y a quand même un peu une sélection. Oui. Vous pensez que le métier a évolué? Alors, pas tant que ça, à mes yeux, parce que finalement, on a la chance dans l'horlogerie, malgré tout, de rester sur de la montre mécanique, ce que dans d'autres activités professionnelles comme la mécanique, l'automobile en ce moment, quand on a appris à régler des carbus ou maintenant, à régler voilà, maintenant on n'est plus du tout dans le même métier. Alors dans l'horlogerie, c'est clairement pas le cas tant qu'on est dans un milieu qui peut trouver des clients qui sont prêts à quand même
payer un peu plus cher que ce que coûte l'heure. Parce que l'heure, on l'a partout. Donc forcément, quand on veut avoir un patrimoine ou quelque chose qui raconte une histoire ou qui fait un petit bruit ou qui fonctionne mais différemment parce qu'on doit la remonter, dès le moment qu'on peut s'adresser à des gens qui sont prêts à payer pour ça, les métiers vont survivre. Mhm. Martine, votre fondation, elle travaille avec des musées, des institutions, des écoles pour préserver cette mémoire. Est-ce que vous pensez que la transmission, elle passe aujourd'hui autant par les archives et les données que par l'apprentissage traditionnel? Oui, alors tout à fait. Nous, on s'inscrit, la fondation s'inscrit complètement dans la reconnaissance UNESCO de décembre 2020. Des savoir-faire horlogers en mécanique d'art, parce que dans cette reconnaissance UNESCO, il y a un volet lié à la documentation et à la préservation des archives. Donc aujourd'hui, les maisons et les mécènes que nous avons sont sensibles à ce sujet-là. C'est aussi, je le vois, des maisons, des manufactures, des horlogers qui travaillent beaucoup la transmission physique des savoirs, quels que soient les savoirs, hein, pas uniquement parce qu'il y a eu un engouement assez important sur les métiers d'art, etc., mais tous les savoirs, aussi bien l'angleur, le sertissage, etc., qui sont indispensables. Donc, pardon, la question au début, c'était le complément des deux ou ce qu'on... C'est oui, comment se passe la transmission à travers ces archives auprès des écoles et puis après, c'était plutôt ma question, c'était comment ces deux modes d'apprentissage ils se nourrissent en fait mutuellement. Oui, bah, on le voit avec les collaborations, notamment enfin, à l'école d'horlogerie ou d'autres écoles. Aujourd'hui, la documentation, parce qu'on a les livres de référence des grands horlogers notamment, la documentation, elle existe aussi dans l'enseignement plus classique. Ce qui est intéressant avec le fait d'avoir cet espace numérique avec beaucoup plus de données, c'est que ce soit les professeurs ou les étudiants, ou même vraiment toutes les personnes qui travaillent à la préservation des savoirs, elles peuvent documenter le savoir. Alors, on n'a pas tout, hein. On a un petit peu plus de 700 000 archives, on n'a pas tout et c'est infini en tous les cas, mais ça permet de venir illustrer une thématique ou de faire travailler les étudiants en fait sur une thématique un peu spécifique, d'aller chercher vraiment de l'information. Et puis je vois l'école d'horlogerie où aussi on a eu le plaisir de voir les archives avec Stéphane Cruchot. C'est vraiment en fait au sein des archives, il y a les cours en fait des professeurs. Et c'est intéressant de voir, comme tu disais, que les choses, elles n'ont pas ou peu évolué. Et ces cours, quelque part, voilà, faudrait aussi qu'on puisse les numériser pour que ça puisse être transmis, que ça serve encore très concrètement dans l'enseignement d'aujourd'hui. Oui. Je crois que c'est un énorme enjeu parce que si on regarde, aujourd'hui, on se lamente parce qu'on a des trous dans les archives. Donc, une marque qui n'a plus une partie de ses archives, c'est une marque qui a perdu de sa mémoire, qui veut pas prouver, qui veut pas documenter. Donc, qui doit parfois raconter un peu sur la bases fragiles, en fait. Et je crois que même aujourd'hui, l'enjeu, c'est de s'assurer que dans 50 ans, quand on regardera sur l'année 2026, qu'il n'y ait pas des trous. Parce que sinon, nos descendants se lamenteront de travail qu'on aura fait ou pas fait. Donc, et à l'ère digitale, c'est justement aussi, il peut y avoir un changement de serveur et on perd des choses. Donc, l'enjeu n'est pas encore. Donc, c'est pour ça que plus que jamais, l'enjeu de la conservation, il est actuel, il est permanent. Faut arriver à archiver, à documenter le passé, le présent, à préparer l'avenir avec de la conservation. Parce que c'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos descendants, en quelque sorte. Comme nous, aujourd'hui, on se dit, c'est dommage, ces archives ont été détruites. Voilà. Comment éviter que l'erreur se répète? Ça, c'est la fondation Watch Library. C'est évidemment aussi un enjeu central. Et il y a un patrimoine qui se crée sans cesse. Vous approchez les marques justement pour leur donner les bonnes pratiques de conservation? Alors, c'était pas notre choix au départ, dans le sens où déjà quand on a commencé le projet, on a vraiment travaillé sur les archives issues des maisons, enfin des musées, des bibliothèques,
toutes ces archives qui sont au sein d'institutions culturelles en Suisse, mais aussi partout dans le monde. Pour un constat assez simple, moi j'ai travaillé par exemple chez Vacheron Constantin et on sait tous que le patrimoine des maisons, c'est quelque chose qui est vraiment gardé secret, je sais pas, mais pour vraiment leur propre utilisation. Alors ce qui est absolument incroyable, c'est que maintenant ça change, c'est-à-dire que les maisons nous sollicitent pour pouvoir partager des archives. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Ça montre que ce rôle d'utilité publique, sous le patronage de l'Office fédéral de la culture depuis octobre l'année dernière, il prend vraiment son sens et que les maisons, elles souhaitent pouvoir aussi porter à la connaissance, que ce soit des collectionneurs, des journalistes ou des gens du métier de l'horlogerie qui consultent la plateforme, un certain nombre d'informations et maîtriser aussi l'information. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le projet, il est en même temps patrimonial, mais aussi digital. Beaucoup de maisons ont des archives, soit pas inventoriées, soit pas numérisées, ou si c'est fait, dans les deux cas, ces archives, elles sont, on va dire, pas très actionnables. Vous posiez la question au début de est-ce que le patrimoine et les archives ont changé? Oui, ça devient vraiment quelque chose qui est activé. Voilà. Donc ça veut dire que au sein des différents départements, que ce soit le design, la recherche, le patrimoine, voire le commercial, notamment tous les postes de Brion, etc., il faut pouvoir avoir accès aux archives et à cette connaissance patrimoniale. Donc quelque part, la solution technologique qu'on a avec la plateforme de Watch Memory, qui est extrêmement simple, et une solution qui intéresse beaucoup. Donc on a commencé à réfléchir à un principe de white label, c'est-à-dire de pouvoir soutenir les différentes maisons avec cette solution-là, avec une logique aussi collective où le projet il évolue dans le temps en mutualisant notamment les investissements. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et après, bien sûr, on est interrogé sur la numérisation des archives, puisqu'on a un partenariat assez fort avec vraiment un des experts du domaine, la maison Arkenum, qui a numérisé la Société des Nations ici, qui a numérisé tout le patrimoine Longines, etc. Et donc, le fait de pouvoir aussi numériser les archives via The Watch Memory, c'est aussi une façon de nous soutenir dans notre mission. C'est pas uniquement de la donation, ça peut être un point. Puis alors, dernière chose, c'est on a développé tout l'apport en fait de l'intelligence artificielle pour avoir accès au patrimoine. Pas dans une logique de réécrire les choses, hein, pas du génératif pour ça, mais vraiment d'avoir accès à la donnée et aux archives. Donc on a un programme qui s'appelle The Watch Memory Collective, qui permet de faire bénéficier à nos soutiens, en fait, de tester l'applicatif de l'intelligence artificielle pour de la recherche d'informations liées au patrimoine, liées à l'héritage. Et ça, c'est aussi une façon pour eux d'apprendre, parce que après, moi, je suis pas naïve, je sais que dans les grands groupes, etc., il y a les propres systèmes IT, etc., mais du coup, on intervient, nous, comme une espèce de pratique pour montrer concrètement comment les choses peuvent évoluer, pour aider à monter les cahiers des charges, pour apprendre des usages aussi de consultation du patrimoine, etc. Donc oui. Et ça, c'est dans la relation qui se développe, on a lancé la fondation avec Serge en septembre 2021. Donc voilà, petit à petit, c'est de la relation de confiance dans le temps qui se développe. Tout à fait. Ça fait partie de l'innovation finalement. Exactement. Voilà. Ouais, exactement. Et justement, en parlant d'innovation, quand on parle d'innovation horlogère aujourd'hui, on pense souvent à des nouvelles complications, à des matériaux innovants, des technologies numériques. Mais selon vous, où est-ce qu'elle se situe la véritable innovation dans l'horlogerie aujourd'hui? C'est une vaste question. L'innovation, c'est 360 degrés aujourd'hui. Hein, on voit même le COSC qui évolue, donc les normes évoluent, les exigences évoluent, les matériaux évoluent. Je veux dire, chaque année, on a des nouvelles applications de matériaux, des matériaux qui changent de couleur, du super. On a vu chez IVC cette semaine, pour la première fois, une montre entièrement luminescente. Donc en fait, il se passe presque pas une semaine sans qu'il y ait une innovation. Maintenant, ces innovations sont presque toujours, pour revenir au sujet du patrimoine, du savoir-faire, relié dans un fil d'innovation. C'est assez rare qu'il y ait une innovation complètement de rupture. Peut-être le silicium, mais même le silicium, ça s'intégrait c'est un matériau qu'on applique à une technologie qu'on connaît depuis quelques siècles. Donc, je crois que aujourd'hui, ça s'inscrit dans un fil.
l'innovation, toujours aller plus loin. Et c'est surprenant peut-être, parce qu'on on pourrait croire que la montre, depuis 5 siècles, a été perfectionnée à son stade ultime. Mais elle ne le sera jamais parce que c'est un art humain, c'est émotionnel, il y a justement dans un monde froid, de précision, c'est un objet qui vit. Donc, du moment que l'humain vivra, il sera et qu'il façonnera avec ses mains, tant qu'on maintient en vie ce fil, cette ligne de savoir-faire, on aura cette belle qualité humaine avec toutes les innovations de la montre. Ouais, alors c'est peut-être à ça que je pensais, c'est peut-être de nous dire que l'innovation, elle se passe aussi par l'expérience client et par le client. Oui, je pensais à ça parce qu'en effet, l'innovation, elle est partout. Alors, faut pas mélanger innovation aussi et créativité, ça Oui. c'est autre chose. Mais d'un point de vue patrimoine, hein, une fois de plus, l'innovation, pour moi, c'est vraiment dans ces nouveaux apports et cette capacité à nourrir la relation client avec des éléments du patrimoine, de la maison, du produit, etc., qui soient justes, voilà, qui soient vraiment intégrés au bon moment dans cette relation client. Aussi bien sur des nouveaux clients, sur des nouvelles pièces que sur des pièces vintage, etc. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, je trouve une transformation. Enfin, et en plus, on le voit là sur les différents keynotes qu'il y a pu avoir dans le cadre de cette semaine, ça c'est à Watches and Wonders ou à Time to Watches. Il y a vraiment une présence essentielle, enfin plus importante des directions du patrimoine. Je ne sais pas si vous partagez le constat tous, qui d'un seul coup sont là dans cette dimension stratégique. Et c'est aussi bien pour raconter les maisons, mais aussi pour raconter les pièces et la raison pour laquelle on fait ça, mais aussi dans la posture et la façon de travailler, de collaborer, on le disait tout à l'heure, et aussi de se dire, à un moment donné, c'est dans la relation client de pouvoir les accompagner, peut-être sous une forme de curation ou autre. Donc, il y a vraiment cette capacité, oui, en effet, à 360, mais de mettre du patrimoine et de l'héritage, des faits, du récit, etc., juste. Ouais. Ça, je pense que c'est une vraie innovation qui est en train de se Est-ce que vous pensez qu'elle est portée par tout le monde, artisans, marques, fournisseurs, institutions, musées, journalistes? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est porté de manière collective? Ce souhait, en fait, de vouloir faire évoluer un petit peu cette communication de la culture horlogère? Alors, je vais pas pouvoir répondre pour l'ensemble. Je pense qu'il est cultivé et maintenu en vie de façon assez évidente parce que les objets mécaniques, mais c'est pas que dans l'horlogerie, ils exercent un attrait. On voit ça dans différents secteurs. Les gens sont prêts à avoir quelque chose qui sort un peu du commun, qui a ce petit plus qu'on peut montrer, une petite mécanique, soit parce qu'on la comprend, soit parce qu'on la comprend pas. Quelque part, les deux choses sont magiques. Et le fait d'amener ce petit rêve, de se dire, tu as au poignet quelque chose que quelqu'un t'a expliqué, alors tu n'es même pas sûr de réussir à le réexpliquer correctement, mais tu sais qu'il y a eu de l'intelligence là-dedans. Et innovation, par exemple, quand on sort un brevet, on récupère un brevet des années 60 ou 50 et on se dit, maintenant il est en domaine public, mais j'ai envie de faire cette mécanique-là, même si on l'a fait en bois, à l'échelle 10, c'est de l'art. Et c'est magnifique. Et je suis sûr qu'on peut attirer des gens à regarder cet objet fonctionner et le comprendre. Ou même juste dire, c'est incroyable, j'ai rien compris, mais j'adore. Et j'ai observé ça dans des musées comme par exemple le Technorama à Winterthur. Il y a des choses qui sont faites pour les enfants, mais les adultes vont jouer avec. Et comprendre, essayer de... Et je pense que l'horlogerie a cette force. Oui. Elle a cette force, mais il faut qu'on la maintienne. Alors, en innovant dans des choses certainement qui ont peut-être déjà existé, mais combinées différemment, ou encore plus plat, ou avec une combinaison qui rend l'objet plus ludique ou plus compréhensible, ou peut-être voilà. Donc, je pense que c'est dans cet axe-là. Et là, bien entendu, les journalistes qui vont raconter l'histoire, tout l'entourage doit porter ce même projet. Je pense que la montre la plus précise du monde, c'est une montre atomique. C'est incroyable au niveau innovation, mais on est clairement sur un autre dossier là. Martine, vous avez des exemples concrets de la manière dont ces échanges se matérialisent et se nourrissent mutuellement entre musées, entre écoles, entre marques?
Alors oui, je peux prendre l'exemple d'un projet que l'on vient de lancer qui s'appelle Keepers of Earth Time. Donc ce projet, c'est aujourd'hui alors, le rôle de la fondation en numérisant les archives et en les rendant accessibles, c'est de rendre visibles des pans entiers de l'histoire horlogère qui ont peut-être été pas assez visibles jusqu'à maintenant parce que pas assez documentés. Et donc ce projet travaille sur le rôle des femmes dans l'horlogerie au XXe siècle, mais dans toutes les dimensions, donc aussi bien les petites mains que les femmes designers, managers, etc. Donc il y a un comité scientifique qui veille à ce travail. C'est pas mon rôle, moi je crée les conditions, mais et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que justement c'est un projet collectif, puisque dans les archives des musées, il y a des contenus très intéressants autour de ça. Dans les bibliothèques, les maisons sont invitées et certaines ont déjà envoyé des contenus à partager leurs propres témoignages, leurs propres récits, leurs propres documents, images, etc. autour de quel rôle ont eu les femmes dans leur propre maison. Dans les archives d'école d'horlogerie. Dans les archives d'école d'horlogerie. On l'a vu là avec notamment toutes les écoles d'horlogerie, mais là on est à Genève, donc avec cette première femme au sein de l'école d'horlogerie de Genève, qui avait vraiment Gérard Hardy qui a raconté ce récit dans le livre du 200e. Ouais. Donc on va dire c'est vraiment autour, c'est une fois de plus votre question de la mémoire collective, c'est autour d'un sujet. Tout le monde se met ensemble pour le documenter. Pourquoi ? Pour le faire exister, pour se rendre compte que ça a existé, pour aussi inspirer. Et là, sur ce projet-là, il y a en plus les contributions soit d'horlogères indépendantes, puisque maintenant on a une horlogère à la HCI, donc femme, soit aussi, je pense notamment à Noël Grisard, qui est là. Donc voilà, c'est vraiment tout le monde est concerné autour de cette idée pour enrichir le sujet. Et pourquoi ? Pour aussi inspirer les futures générations. Oui, je suis complètement d'accord. Et comment les médias retransmettent-ils ça ? Comment le journalisme retransmet-il cela ? Bon, c'est devenu finalement le journalisme aujourd'hui, c'est devenu aussi une chasse au trésor de l'histoire horlogère. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans l'actualité chaude, mais que constamment on revient en arrière, on imagine le futur, donc on se base beaucoup. C'est un réflexe, c'est devenu un réflexe d'aller chercher dans les archives ce qu'il existe, en ayant la chance que ce soit numérisé, pour documenter, pour trouver d'autres angles. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a un âge d'or aussi du journalisme horloger grâce à cette connaissance et au lectorat qui demande, qui est intéressé par ces points. C'est un vrai plaisir. Si pour on, vous aussi. Oui. Ouais. Si on se reporte dans les archives, on bien qu'à l'époque, on était beaucoup plus tourné en fait vers l'avenir. Hein, on passait peut-être moins de temps dans les années 70-80 à regarder vers le patrimoine que à regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, on est dans une interprétation d'un art, et je pense que ce qui est très important de dire, c'est que le temps joue en faveur de l'horlogerie mécanique. Parce que on est dans un monde de flux, on est dans un monde d'instantanéité, et l'horlogerie, la montre, c'est un objet de mémoire. Mais à la condition de savoir préserver cette mémoire. Et puis on est dans un monde artificiel, virtuel, et l'horlogerie, c'est un art physique, tangible, de patience, à condition de savoir préserver ces savoir-faire. Ouais. Donc il y a deux conditions essentielles pour que l'horlogerie réussisse, parce que les conditions globales sont très favorables à la belle horlogerie mécanique. Lucas, la SHG, on en parlait plus tôt, prépare un travail, une publication potentielle de ses propres archives. Est-ce que finalement ce projet s'inscrit aussi dans cette volonté de transmettre des idées, de mettre en lien les histoires, les pratiques, et aussi avec justement un public plus tangible, avec au sein de la société des horlogers vos propres membres, mais aussi ouvrir un petit peu à ce qui se fait au sein de la société aux autres? Alors, je dois avouer que c'était pas le projet au départ. Au départ, c'était surtout quand j'ai repris la présidence et que je me rendais compte que du patrimoine était stocké chez un membre, certes très avenant et toujours disposé à nous ouvrir ses portes, mais je me disais, si à un moment on veut conserver ce patrimoine de façon pérenne, il faut que je trouve une solution. Et avec l'école d'horlogerie, j'avais trouvé la première étape physique. La deuxième étape, c'était de dire,
numériser ça, ça peut être intéressant d'une part pour déjà le conserver d'une façon. Comme on disait, ouais. Alors, j'aime pas le mot pérenne pour le numérique parce que Sécuriser, les finalement, choses qu'on a perdues, c'était souvent dans le numérique aujourd'hui. Donc, je pense que le numérique, moi, je suis passionné d'informatique depuis très longtemps et c'est ce qui m'a d'ailleurs fait dévier de mon métier d'horloger à basculer progressivement dans le métier de constructeur et je travaille dans un bureau d'ingénieur maintenant. Mais donc l'informatique me passionne, mais je dois avouer que le fait de conserver, par exemple, pour la Société des horlogers, j'ai toujours la boîte des membres cartothèque Oui. en métal avec les cartes de chaque membre. Dès le moment qu'on a numérisé ça, on a un trou. Parce qu'en fait, les membres qui ont démissionné, dans le Ils n'ont pas fichier transmis. numérique, on les a simplement effacés. Alors qu'à l'époque, la carte, elle était barrée, mais elle restait. Et ça, c'est une perte. Faut une double Et- sécurité. Voilà. Je Et crois que dans- aujourd'hui, ouais. quand on a construit le site internet de la Société des horlogers, on a souhaité passer dans le numérique pour des questions de modernité. Et quand 5 ans après, on s'est rendu compte que petit à petit, on avait quand même un capital dans ce site, mais qu'il avait rien de tangible, on a décidé d'en faire un livre. Oui. Et c'est aussi comme ça que Ouais. le contact avec The Watch Libraries a commencé à se tisser, Ouais. parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'écrit Vous reste, pouviez vous apporter énormément. mais on a besoin de se numériser. Donc en fait, on est en train de travailler sur les Et le deux axes en même numérique temps. permet de toucher Et une quel audience sera aussi l'objectif beaucoup au plus final? large. Bien sûr, transmettre, bien sûr, conserver, mais on n'en sait encore pas trop finalement la finalité. On verra. On doit faire en sorte que ça apporte quelque chose. Ouais, pour faire un lien avec le monde du cinéma, je sais que au niveau des archives, quand tout a été numérisé et qu'il y a eu effectivement ces soucis, alors parfois de lecture, de fichiers aussi tout simplement parce que les formats évoluent, les formats Oui. numériques évoluent, tout a été rebasculé sur bobine. C'est-à-dire qu'il y a des archives numériques qui ont été remises sous bobine et qui sont doublement archivées aujourd'hui. Ça, Et je- numérique et ouais. Je peux ajouter un point sur ça parce que c'est une question qui se pose quand on a une fondation, qu'on travaille sur le numérique. On doit, nous, assurer la pérennité. Donc, quand on numérise déjà, les détenteurs de sources gardent un double numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de Watch Memory qui a ces éléments-là. Et l'autre point aussi, c'est que on est dans le programme suisse de préservation des sites numériques. Ça fait dire que notre site, il est dupliqué dans le cadre du programme de la Confédération, justement pour aussi pouvoir garder ces éléments. Donc voilà, on multiplie vraiment les sources et les détenteurs de ces fichiers numériques. Et j'ai une petite anecdote aussi à ce sujet parce que, comme je disais, on a toujours des trous. Oui. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être en Suisse, dans un pays quand même qui prend soin de son patrimoine. Nous, on avait perdu quelques éditions des années 70 ou 60, 5 ans. Et on savait plus où les trouver et parce qu'on avait eu un incendie au bureau. Et on a demandé à la Bibliothèque nationale suisse et ils avaient conservé les archives physiques, ce qui nous a permis de les numériser aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que cette double sécurité numérique-physique, elle est importante. Et encore, d'ailleurs, nos magazines, on a toujours les envoyer à la Bibliothèque nationale suisse pour les conserver. Derrière vos propres parcours à chacun, j'imagine que au-delà de l'aspect patrimoine, l'aspect mémoire, vous avez aussi des histoires humaines avant tout. Est-ce que vous avez des rencontres est-ce que vous avez eu des rencontres sur ces sujets-là qui vous ont particulièrement marqué et qui vous ont conforté dans votre rôle? Alors moi j'en ai une, bon c'est un petit peu triste, alors j'essaie de pas pleurer, mais non c'est j'avais commencé vraiment on se voyait régulièrement avec Jean-Pierre Hagman qui est ce fameux boîtier de talent. On avait passé pas mal de temps ensemble, notamment sur ses archives, mais aussi sur tout ce qu'il avait dans la tête parce que tous les gens qui connaissent ou qui connaissaient Jean-Pierre Hagman savaient à quel point ce personnage était riche. Donc voilà, et malheureusement il est parti un peu tôt. Et c'est aussi cette question, vous posiez la question tout à l'heure de quelle partie de ce patrimoine intangible est essentielle, et tu le disais aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est juste dans la tête des gens, parce que maintenant on formalise, on écrit, on norme, etc. Mais toute cette richesse de cet enseignement et de ce partage oral, en fait. Oui. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Bon, voilà. Mais Ouais, c'était des bons moments, et c'était une belle rencontre. Mais c'est vrai que là, je me dis vraiment ce qu'on fait à la Fondation a un rôle clé. C'est important, Tout à fait. Je pense aussi à la Société des horlogers de Genève.
ces moments ensemble que vous proposez, avec ces sorties, avec ces réunions, sont aussi importantes parce qu'elles permettent justement de faire le lien entre ces gens. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en reprenant la présidence. En tant que jeune horloger, je pense que je connaissais pas la différence entre syndicat et société des horlogers. Je savais même pas trop. Je savais qu'ils faisaient des sorties sympas et ça coûtait 50 francs par année. Puis le reste, à la limite, c'était pas très important. Et tout à coup, il y avait des visites intéressantes où je me disais, on a appris quelque chose vraiment d'incroyable. On a visité le chantier de l'autoroute de contournement à l'époque. Donc, des choses qu'on n'a pas forcément, on voit pas forcément un lien avec l'horlogerie. Mais les horlogers étant quand même de nature curieuse en Oui. général, et tout ce qui est technique est passionnant pour un horloger. Et en tout cas, ceux qui font partie de la société se retrouvent dans ce plaisir de comprendre un métier ou de voir un projet de l'intérieur, comment ça fonctionne, et poser des questions. Et dans ce contexte, avoir un contact avec un ancien collègue qui maintenant travaille chez le concurrent, ou un futur collègue parce qu'on sait qu'on va bouger, ou simplement des anciens profs de l'école d'horlogerie qui, à certains nombres, sont membres. Et cette relation-là, nous donnons des prétextes, des occasions pour les mettre en valeur, ces relations humaines. C'est vrai, je rebondis sur les horlogers sont des gens curieux de la mécanique en général. Et je reviens à Jean-Pierre Hagman. Donc lui, c'était un fan de moto-sacoches. Il en avait 3 ou 4, je sais plus, dans son atelier qu'il réparait. Avant, il construisait des avions et des avions miniatures. Ensuite, plein de petites machines. Enfin, vraiment, cet amour de tout ce qui était mécanique, cette passion presque de tout ce qui était mécanique, c'est vraiment ce qui le définissait. Ce qu'on Pourtant, remarque, il faisait en des fait. boîtes, il faisait pas les mouvements, donc c'est ça qui est assez amusant. En tout cas. L'horloger est un passionné de beaucoup de choses. Souvent, Oui. c'est ce que je remarque aussi. Serge, une Éclectique. anecdote? Oui. Bah, nous, on a la chance, effectivement, d'être présent depuis plusieurs générations, donc d'avoir aussi plusieurs générations de lecteurs. Donc, il y a rien de plus valorisant que d'entendre quelqu'un qui a dit qui s'est formé à l'horlogerie grâce à nous. On va fêter les 100 ans l'an prochain. Donc, c'est aussi un patrimoine. C'est des générations. Et notre rêve ultime, c'est toujours de se dire, bon, que les gens conservent nos écrits, pas que nous, mais parfois sur des générations de père en fils, de mère en fille, dans le monde entier. Et ça, c'est très valorisant. Finalement, on écrit toujours dans l'optique de se dire, ce ne sont pas des sujets qui sont, comment dire, qui partent Éphémères. tout de suite. Ouais. Voilà, Ils sont... durables. Et donc de voir, je sais pas, en Inde, quelqu'un qui a conservé des numéros depuis des décennies, bah, c'est très émouvant. Ouais. C'est très émouvant toujours. Fantastique. Alors, pour conclure ce dernier talk de Time to Watches 2026, une idée s'impose avec force. L'horlogerie ne peut pas se penser sans ce dialogue permanent entre mémoire et création. À travers les regards croisés de Lucas Giesler, Serge Maillard et Martine Desprel, nous avons vu que l'héritage n'est pas un élément figé du passé, mais un matériau vivant, documenté, analysé, transmis et parfois réinterprété. Qu'il s'agisse de transmission des savoir-faire, de lecture critique de l'industrie ou de préservation des archives, tous participent à une même dynamique. Faire en sorte que l'histoire de l'horlogerie ne soit pas seulement conservée, mais activement utilisée pour nourrir le présent et inspirer le futur. Et c'est peut-être là que réside l'équilibre le plus subtil de cette industrie. Avancer sans rompre le lien, innover sans effacer, créer sans oublier. Merci à nos invités pour la richesse de leurs perspectives et merci à vous d'avoir partagé avec nous cette édition de Time to Watches 2026. Merci. Merci beaucoup. Merci.